a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées. Et après, j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bon alors, si je vous dis « Toutes celles qui portent la frange à la quête Moss », déjà, est-ce que vous arrivez à resituer la chanson ? Peut-être pas. Si j'essaye maintenant de faire « Ça m'énerve », je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit rien, c'est peut-être qu'on a une grande différence d'âge et que vous avez pas connu les mêmes musiques que moi à l'époque. En tout cas, il s'agit de la chanson « Ça m'énerve », interprétée par Helmut Fritz, qui a fait fureur et qui a vendu des centaines de milliers de disques à travers la France et le monde. Eh bien, figurez-vous que derrière ce personnage, il y a un homme qui s'appelle Éric Greff, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à un salon du livre, celui de la ville de Saint-Louis, où j'ai eu l'occasion d'aller à l'occasion de la sortie de mon livre « Tu vas être papa » chez First. Et donc, je me retrouve à côté de ce personnage que je n'avais absolument pas reconnu et qui a lui aussi écrit un livre, Rockstar sinon rien. Ce livre, je l'ai lu. Je vous invite d'ailleurs à le lire aussi. Il est vraiment hyper rythmé, passionnant. Je vais vous le dire comme je l'ai dit à son auteur, c'est un livre qui pour moi ressemble soit à une musique qui aurait des changements de rythme, soit carrément tout un album complet. Vraiment, il y a un rythme dans la lecture que j'ai trouvé très intéressant. Il y a une ouverture, il y a une écriture qui est très franche, très directe. Voilà, vraiment, moi, j'ai pas vu le temps passer, en fait, en lisant tout simplement. Et du coup, j'ai passé un très, très bon moment, comme souvent quand je vois pas le temps passer. Donc déjà, merci, Éric, pour ce livre. Et au-delà du fait que je l'ai rencontré, que j'ai passé un très bon moment avec lui en vrai, assez rapidement, je lui ai dit, écoute, faut que tu racontes ton histoire, parce que figurez-vous que Éric, il est aussi devenu papa. Il est devenu papa après avoir connu le paroxysme de son succès. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très, très intéressant à raconter. Et c'est ce qu'il va nous livrer dans cet épisode. Cet épisode, nous l'avons enregistré dans un restaurant dans lequel nous avions déjeuné juste avant. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le contexte. Ça ressemble beaucoup au personnage, ça ressemble beaucoup à sa convivialité, à son énergie, à cette joie de vivre qu'il dégage. J'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. C'est une très belle rencontre. Je vous invite encore une fois à lire son livre et je vous laisse tout de suite découvrir notre échange. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Eric. Salut mon ami. Comment vas-tu ? Je vais très bien, surtout après ce déjeuner avec toi. C'était un chouette déjeuner en plus, dis donc. Ouais, on a le droit de confier ça aux auditeurs. Tu as le droit de confier ça aux auditeurs, tu peux le dire. Un petit curry d'agneau semoule avec 2 petits verres de vin, on est bien. Ouais, au comptoir de l'Arc. Au comptoir de l'Arc, avenue Marceau, et on est pas mal, ouais. On est pas mal, il fait un temps de ouf. On se prépare à la canicule de cette semaine, et pour l'instant on est au frais, donc c'est bien. Il faudra qu'on s'en rappelle, puisque cet épisode sera diffusé plus tard, donc il fera pas ce temps-là, je pense. Ouais. Donc on s'en rappellera. Tu sais quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de te présenter. Ok. Comme toi, tu as envie d'être présenté. D'accord, et écoute, je m'appelle Éric Greff, j'ai 46 ans déjà. Je suis papa d'une petite fille, je suis marié, je suis artiste au sens large, auteur, compositeur, interprète, producteur. Je fais plein de choses dans la musique. Et puis plus récemment, j'ai eu la chance d'écrire un livre qui raconte 15 années de mon parcours musical. Donc je suis un peu un touche-à-tout. Me manque le théâtre ou le cinéma pour être complet et complété. Donc on verra dans les années qui viennent. Et donc dans ton livre, alors moi un livre que je conseille à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Merci. Tout simplement parce que franchement j'ai juste passé un bon moment en le lisant. C'était vraiment un chouette moment, on en apprend beaucoup sur toi, sur ton parcours et aussi sur plein de sujets je trouve qu'ils peuvent résonner chez nous sur ce qu'on ose faire, sur ce qu'on n'ose pas faire, sur les limites qu'on se donne ou pas. En tout cas moi c'est comme ça que ça a résonné. Ouais. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et aussi sur des sujets d'ego et d'humilité, peut-être qu'on y reviendra. Ouais. Mais en tout cas c'est chouette. Et en tout cas un moment dans le parcours que tu racontes dans ce livre, tu dis que tu es papa d'une petite fille qui a quel âge ? 11 ans maintenant. Qui a 11 ans maintenant. Ouais. Et en fait, dans ce parcours, à un moment, tu deviens papa. C'est ça. De mémoire, dans le livre, tu deviens papa de ta fille. Après... Juste après paroxysme le zénith du succès. De ta gloire. Quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, comment ça se fait de devenir papa dans ces conditions-là ? Alors, ça se fait... En fait, moi je suis comme plein d'artistes un éternel Peter Pan avec toujours des bonnes raisons de jamais me lancer dans les choix de vie adulte et dans les responsabilités et dans le fait d'acter, d'avancer et notamment avancer bien en étant papa.
Et j'ai une compagne qui entre-temps est devenue ma femme aussi, qui depuis très longtemps me disait alors c'est pour quand est-ce qu'on sera 3, quand est-ce qu'on va se lancer. Et j'avais toujours une bonne raison pour lui dire bah, attends encore un peu, encore un album, encore une tournée, laisse-moi me réaliser, tu vois, très égoïste comme peut-être la plupart des artistes. Non, c'est pas le moment parce que c'est la phrase d'Orelsan, tu sais, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi, pourquoi tu veux me mettre un bébé dans les bras, en gros. Je pourrais pas te dire mieux. J'étais un peu dans cette philosophie-là. Et puis quand le succès est venu, bah, j'avais plus d'excuses. C'est-à-dire qu'elle m'a regardé, elle m'a dit, bon ben, le fulfillment, il est là, quoi. Ça y est, t'es monté sur la plus haute marche du podium. Donc bah, maintenant, à notre tour, faisons un bébé. Et donc j'ai dit oui. Et puis elle est arrivée en 2011. Donc effectivement, 2 ans après l'explosion de ce succès court mais intense. Mais c'était un succès beaucoup plus intéressant et celui-là, il dure. C'est un marathon, là. C'est un marathon, mais je sais déjà que quelle que soit la position que j'aurai à l'arrivée, je serai gagnant. C'est exactement, très belle phrase, tiens, d'ailleurs. Merci. Pour la côte, ça, là. Et oui, c'est vrai, parce que du coup, toi, c'était quoi ça m'énerve, c'est plus de 500 000 Ouais, c'est plus de 500 000, ouais, on est à peu près à 700 000 singles, je crois. C'était un raz-de-marée parce que c'était sur un très court terme. Il s'est passé beaucoup de choses qui peuvent se passer pour un artiste à la fin d'une carrière, c'est-à-dire des récompenses, les Energy Music Awards, aller aux Victoires de la musique, vendre beaucoup de disques, passer énormément en radio, faire plus d'une centaine de concerts, voyager. Moi, j'ai tout connu dans un mouchoir de poche, quoi, sur une période de 2 ans. Et j'ai été un peu comme une boule de flipper à prendre des coups, mais en même temps à scorer et à être content de scorer sur un laps de temps très court. Et ouais, c'était une spirale incroyable. Et je deviens papa le 18 avril 2011. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand elle t'a dit déjà qu'elle était enceinte? Ah, alors ça déjà, quand elle me l'a dit, je pense une espèce de double fierté. La première, c'est de me dire putain, je suis capable de ça, quoi. Je suis capable de donner la vie, en fait. Pas tout seul, mais Ouais, pas tout seul. et la deuxième, mais qui peut-être quand même la première, c'est de voir dans ses yeux allumés, brillants, le fait de me dire tu vas être papa et je vais être maman. Je suis capable de lui, entre gros guillemets, offrir ça. C'était bouleversant, en fait. Rien que le fait de l'apprendre. Mais c'est rien comparé au jour de la naissance. C'était beaucoup plus bouleversant. Alors vas-y, raconte. Bah, c'est un truc de fou, quoi. Alors, bizarrement, ça s'est fait dans le calme. Genre minuit, elle me dit je crois que c'est maintenant. Et puis moi, j'avais fait comme dans la pub. Tu sais, j'avais répété le parcours en bagnole. J'avais regardé combien de temps je mettais de la maison jusqu'à la clinique. Donc on a pris la voiture, on est parti, top chrono. Minuit, il n'y avait personne sur le périph'. On a fait rue de Picpus dans le 12e jusqu'à Montsouris 14e. C'est allé très vite. On est arrivé, personne aux urgences, pas d'embouteillage. On a été pris en charge tout de suite. Et après a commencé un long travail. Et ma fille est arrivée à 7h24 du matin sur Cosmic Girl de Jamiroquai. Parce que bien sûr, comme je fais de la musique, évidemment j'avais allumé Spotify et j'avais mis du son dans la salle d'accouchement pour essayer de détendre un peu tout le monde, surtout ma femme. Et elle est arrivée sans encombre. Elle est arrivée sans encombre, avec quand même je sais plus comment t'appelles le truc pour aider le bébé quand même à sortir. Le forceps. Le forceps, parce qu'elle se fatiguait un petit peu. Okay. Pas le forceps, mais la ventouse là. Tu sais, okay. Ouais. Alors j'ai pas le terme technique. Moi non plus, mais elle était un peu fatiguée. Puis finalement, elle est arrivée petite crevette, quoi. Et j'ai un souvenir fort, moi, de l'accouchement, c'est le moment où, quand t'as vachement préparé le pot à pot, donc évidemment t'enlèves ton t-shirt et on te pose l'enfant contre toi. Et là, tu lui parles, et comme elle reconnaît ta voix, elle lève la tête et elle te regarde. Et le premier regard, il est gravé à jamais dans ma tête. À jamais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces Je ressens 2 choses. La première, c'est que j'ai envie de me marrer, parce qu'à ce moment-là, elle a une tête de tortue, quoi. Elle vient de sortir du ventre. Donc, tu peux pas dire qu'elle est sublime, parce que elle est forcément sublime, mais si t'es objectif, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Non, tu ressens... Il y a un marqueur énorme, c'est que à ce moment-là, je me dis ok, à partir de maintenant, il ne peut absolument plus rien m'arriver.
je ne peux plus me blesser, je ne peux pas mourir, je ne peux pas disparaître de cette terre parce que cette petite crevette a besoin de moi et que je vais tout faire pour lui donner tout ce dont elle a besoin. Donc ça te responsabilise immédiatement. Ça te remplit de bonheur évidemment parce que c'est... Je pense pas qu'il y ait de mots en fait pour qualifier ça. Tu chiales, ta femme chiale, autour de toi ça chiale, le bébé chiale aussi. Enfin, c'est beaucoup de larmes, des larmes de bonheur évidemment, des larmes de bifurcation de vie parce que tu te dis maintenant quand je vais rentrer chez moi, à jamais on sera 3, on sera plus 2. Et là où tu vas te marrer, c'est que le truc le plus ouf, c'est qu'au moment où, bon, je sais plus, je crois que c'est 48 heures après quand on rentre à la maison, je la mets dans la voiture. Et là, je roule à 10 km/h avec les warnings parce que j'ai peur que sur les pavés, ça la fasse trop bouger et que ça lui fasse bouger le cerveau. Tellement je suis fou et psychopathe du risque et que j'ai pas envie de l'abîmer, quoi. Donc je suis extrêmement précautionneux, un peu dingue, mais je suis rempli de bonheur. Moi, je trouve ça très cool. Alors, bien entendu, moi, j'ai fait comme toi avec la préparation du trajet. Ouais. Et je reconnais totalement ce premier regard, en effet. Yes. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment marqué, moi, tu vois, dans le regard de ma fille, c'était cet amour inconditionnel que j'ai lu dedans. Et j'avais jamais connu ça, en fait, tu vois. Ok. Et cette responsabilisation, moi, j'ai découvert plus tard. J'ai découvert plus tard, quand j'ai voulu faire le con. Et que je me suis dit, tiens, c'est marrant, je ressens pas les mêmes choses qu'avant. Ah ouais. Et, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je trouve ça très intéressant parce que justement, toi, tu sortais en plus d'une période où tu étais beaucoup dans l'excès. Ouais. Très. Et tout à coup, est-ce que ça met un frein complet oui, beaucoup. à tout ce que tu avais ressenti, à tes envies à ce niveau-là? Ouais, ça met un frein déjà à ton planning, tu le réorganises. Alors, ce qui est bien, il faut que je sois honnête, hein, c'est qu'elle arrive quand même au moment où le succès retombe. Donc, je suis quand même beaucoup moins occupé, j'ai moins de clubs, j'ai moins de promos, donc c'est plus facile pour moi aussi de m'organiser. Mais je vais faire attention à certaines choses, c'est-à-dire que je vais faire attention à moins picoler, à rester plus en forme, un peu moins dans le cirage, tu vois, parce que les 2 années qui ont précédé son arrivée, j'étais beaucoup sur la route, beaucoup dans les trains, dans les avions, dans les clubs, et j'étais tout le temps dans le cirage, quoi, parce que, je l'explique dans le livre, je picolais pas mal. Et cette fameuse phrase de Tom Cruise dans Cocktail qui dit « Toute ta vie se résume à quelques heures de jour comateux en attendant la nuit », je ne voulais plus la vivre. Je voulais que les heures de jour soient fraîches et que je sois disponible et en forme pour comprendre comment évoluer mon enfant. Donc ça, j'ai mis le haut là, clairement. Et puis j'ai eu une chance inouïe, c'est que le succès diminuant, voire s'en allant, tu vois, et ben, j'ai eu le loisir de m'organiser pour m'occuper d'elle après la crèche, après l'école aussi, à partir du moment où elle est entrée en primaire, et ça de ses 0 à ses 7 ans. Tous les soirs, c'est papa qui allait la chercher. Ça n'a jamais été une nounou. Ça a toujours été moi. Ma femme ayant des horaires de bureau plus compliqués et moi ayant une liberté horaire totale, je tenais à m'occuper d'elle et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a le lien qu'on a aujourd'hui. Je vais te poser une question très cash, hein, comme on s'en doute. Est-ce que c'est pas fade un peu quand même s'occuper d'un gosse une fois qu'on a remué des salles et avec des milliers de personnes dedans, quoi? Non, c'est ouf. Non, ça n'a rien à voir parce que c'est ton gosse. Et que remuer les salles, tu échanges de l'énergie, ça dure 1 heure. Ton gosse, tout ce que tu vas vivre avec lui, toi tu vas t'en souvenir et lui il va le graver. Donc c'est absolument pas fade, c'est transcendant. Le seul truc qui m'a fait chier, c'est de me taper les parcs avec toutes les mères, parce que j'étais très souvent le seul père. C'est là que tu te rends compte que dans notre société, c'est organisé de cette façon-là, hein. C'est les mamans qui se mettent au service de l'enfant, qui disent au revoir ou momentanément au revoir à leur carrière, stand-by, je m'occupe du gosse et le mec va bosser. C'est encore le modèle, voilà. Et moi, c'était l'inverse. Et donc, au bout d'un moment, j'en avais marre d'entendre parler des vergetures, de épisiotomie, enfin, tu vois. Épisiotomie. Ouais, non, mais j'étais pas forcément le mieux placé pour discuter de ces sujets-là, mais voilà, c'était le seul truc, c'est que je me sentais pas à ma place dans ces rencontres-là et dans ces discussions avec les mamans. Mais par contre, j'étais toujours extrêmement heureux de voir ma fille jouer, se casser la gueule, se relever, venir me voir, dire je vais réessayer. Ah bah ce toboggan-là, j'arrivais pas il y a 2 semaines, maintenant t'as vu papa comme je descends.
Enfin, tout ça, je l'ai vécu. Non, jamais de la vie, j'ai pu avoir à l'esprit le fait que c'était fade. Jamais. Ok, c'est beau, c'est fort parce que. Non, c'est vrai. Parce que tu vois, moi je trouve que c'est une aventure extraordinaire ce que je vis avec ma fille, mais j'ai pas non plus connu, tu vois, l'aventure extraordinaire que tu as pu connaître toi avec la musique. Ouais. Donc je me disais, tiens, si on essaie. Alors, je dis pas qu'il faut comparer, ce sont deux choses différentes, deux énergies différentes, mais quand même, tu vois, est-ce que ça. Même dans ton cas, moi, ce que j'entends, c'est que même dans le cas où on a connu l'incroyable, Ouais. ben, la parentalité, la découverte de l'enfant reste quelque chose de tout aussi incroyable. Quoi. Tout aussi incroyable et encore plus nourrissant parce que tu sais que tu as la chance de pouvoir le garder. Ma fille est auprès de moi et c'est tous les jours cette découverte finalement à tous les niveaux. Quand elle est petite, parce que le moment où elle va se mettre à marcher, le moment où elle va se mettre à parler, le moment où elle va se mettre à penser de certaines choses, à te poser des questions, où tu te rends compte que tu n'es pas Wikipédia, que des fois tu n'as pas toutes les réponses. Et aujourd'hui, à 11 ans, à l'aube du collège, parce qu'elle est d'avril, elle entre au collège au mois de septembre, c'est déjà une pré-ado, quoi. C'est hallucinant à quel point ça va vite. Quand les copines viennent à la maison, quand je les vois interagir, quand j'entends les discussions, quand je vois même la façon dont maintenant elle me base un peu des fois, tu sais, je trouve que ça va à une vitesse, mais je suis super fier parce que je me dis, en fait, je sens que très très vite, elle va prendre son indépendance. Et elle a un caractère fort pour prendre cette indépendance très rapidement, je le sens, et je suis content de ça pour elle, parce que je trouve que c'est une force. Tu sais que... alors, je vais juste pour notre auditoire, on vient de manger ensemble et on a très très légèrement évoqué le sujet pendant le repas. Mais tu sais qu'en fait, le fait qu'elle puisse prendre cette indépendance, ça veut dire que vous avez fait le job en termes d'attachement. Ouais, ta merci. femme et toi, tu vois. Non, mais c'est important de le savoir. Ouais, peut-être. C'est que plus l'enfant, l'autonomie vient de l'attachement, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui, qui est démontré et qui fait consensus et partout. c'était pas gagné, hein, parce que moi je suis papa poule à mort, tu vois. Gagné. Ah, voilà, j'allais y venir. Mais alors, pourtant, papa c'est poule, ce que papa autoritaire, papa non. discipline, papa. Papa qui gâte beaucoup parce que fille unique, parce que elle aussi en face a pas un caractère capricieux, pourri, mais qu'au contraire, j'ai l'impression qu'elle jauge très bien les situations. Et puis elle a une belle âme, tu vois. Elle est très touchée par certaines choses dans le monde ou à plus petit niveau dans son entourage proche. Elle est concernée par les autres. Donc tout ça, c'est des choses qui me donnent envie de toujours la pousser vers l'apprentissage. Pas forcément en la gâtant matériellement, mais en la gâtant de présence, de mots, de leçons. Et en fait, je me rends compte que... Putain, j'en oublie ta question, mec, parce que je pense à plein de choses. Mais vas-y. Par où tu veux partir ? Non, elle est hyper intéressante du monde. Elle est curieuse comme tout. Et donc, ouais, alors, c'était... Voilà, je reviens au truc, l'attachement. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, dans ce côté un peu permissif qu'on a eu, et dans ce côté papa poule, j'ai pas l'impression de l'avoir non plus couvé au sens étouffé du terme. Et du coup, c'est peut-être de là que vient son désir d'indépendance. Et ce que je trouve génial, et j'adore ça, c'est quand elle me dit, quand je lui dis par exemple, bah tiens, ça te dit qu'on aille prendre une glace avec maman et tout. Ah non, j'ai pas envie. Là, j'ai envie de finir mes devoirs. Après, je veux jouer avec mon chien. Après, je veux faire du trampoline. Bah, écoute, avec maman, on a envie de prendre une glace. On va se barrer 1 heure à Vincennes. On va prendre une glace. Ça te dérange si on te laisse seul ? Au contraire. 1 heure toute seule, c'est génial. Et je sens ce désir déjà d'indépendance. Et donc, je me dis, bah, aucun problème. Et je la laisse 1 heure toute seule. Et elle n'a pas de téléphone. Tu vois ce que je veux dire ? Et je lui fais confiance. Et quand je reviens, les devoirs sont faits. C'est cool. Et je sens qu'elle a besoin de ça. Là, tout doucement, de s'éloigner. Maintenant, le gros sujet, c'est la 6e. Est-ce que je rentre seul le soir ou pas de l'école ? Et là, je sais pas si je suis prêt. Peut-être que tu peux y aller progressivement, tu vois. Ouais. Peut-être que ça peut être je crois que ça va être quelques ça. soirs dans la semaine et tout. Tu parlais du téléphone. C'est un sujet, le téléphone ? Ah, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire que déjà, alors, à mon grand étonnement, 11 ans, hein, CM2, 75% des copines en ont un. Je trouve ça hallucinant. Clairement. Je trouve ça hallucinant. Les copains, copines ont Snapchat. Je trouve que c'est trop jeune. Déjà, alors moi j'ai pas Snapchat perso, je crois que c'est une appli qui est interdite aux moins de 13 ans, si je me trompe pas. Tous les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. D'accord. Donc déjà, il y a un côté étonnant chez les autres parents, que j'incrimine pas, mais je me pose des questions. J'estime qu'elle en a pas besoin. Elle me dit que si. Elle me dit que ses copines sont déjà sur les réseaux et que si elle n'a pas le droit d'être sur les réseaux, elle veut au moins pouvoir envoyer des textos, des WhatsApp, etc. Chose qu'elle peut faire aujourd'hui avec mon iPad.
tu vois. Donc, que je lui confie de temps en temps pour que le soir, elle ait un petit quart d'heure de discussion avec les copines. Tiens, t'as fait cet exercice-là, ah ok. Tiens, samedi, tu vas à l'anniversaire d'un tel. Pas de problème. Je veux pas qu'elle soit désocialisée, mais... Comme on le faisait avec le téléphone fixe à l'époque, tu vois. Exactement. Ça fait vieux de dire ça, mais... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et là où j'ai un peu de mal à résister, c'est quand elle vient me voir, parce qu'elle sait faire, hein. Elle vient me voir avec des larmes dans les yeux et qu'elle me dit « Mais papa, pourquoi moi je peux pas avoir un téléphone? Pourquoi mes copines elles en ont un ?» Et je lui dis « Mais parce que t'en as pas besoin. Et parce que tant que tu peux envoyer des petits messages le soir, déjà tes copines tu les vois dans la cour d'école, tant que tu peux envoyer des messages le soir, que les événements du week-end, les anniversaires, les pyjama parties, etc. sont planifiés à l'avance, t'as pas besoin. Et puis tant que je vais venir te chercher à l'école, t'as pas besoin. Le jour où tu vas prendre le bus toute seule, ça sera peut-être plus même pour me rassurer moi que pour te faire plaisir à toi, mais là on en rediscutera. Et ce qui m'a aidé un petit peu dans cette lutte, c'est que l'école dans laquelle elle entre là en 6e en septembre interdit le téléphone jusqu'à l'âge de 13 ans. Pas de téléphone du tout. Donc ça aide à lui expliquer que si c'est juste pour l'allumer quand elle sort de l'école et l'éteindre une demi-heure après à la maison, ça sert à rien, quoi. Mais c'est un sujet. C'est un sujet. Parce que les copines sont déjà équipées. C'est ça, c'est que pour le coup, ça la stigmatise socialement. C'est ça. C'est ça. C'est le truc en fait. Ouais. Que du coup. Ben ouais. Alors moi j'essaye de tenir compte de tout ça, j'essaye de balancer, tu vois. Mais par contre, il y a un autre argument très fort, c'est que ma femme est totalement contre. Pour d'autres raisons, sanitaires, pour les ondes, etc. Même si autour d'elle, toutes ses amies lui disent mais il n'y a aucune preuve, etc. Elle estime que avoir un téléphone dans sa poche quand tu as 11 ans, c'est mauvais et elle a le droit de le penser. Personne n'a le droit de lui dire qu'elle a tort, je trouve. Donc pour elle, c'est va des rétros, onde gamma, le plus tard possible. Ok, non mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que les écrans, c'est un gros sujet. Et puis même, tu t'exposes aussi à d'autres problématiques, hein. Tu parlais de Snapchat. Il n'y a pas longtemps, moi j'étais à un événement où on parlait des règles, donc peut-être on va s'en parler peut-être juste après, mais il y a aussi un vrai sujet qui est que très très tôt, en fait, il y a une sexualisation notamment des petites filles, et on se parle d'envoyer des nudes et tout ça, même à 10-11 ans, et donc Snapchat, c'est aussi la porte ouverte à ça, tu vois, et c'est la porte ouverte aussi au cyberharcèlement. J'en parlais avec... alors je sais plus dans quel épisode, mais j'en parlais. Okay. Je crois que c'est avec Tessie sur l'épisode sur l'éducation sexuelle, où justement, ce qu'il y a de dingue, si tu veux, c'est que toi, moi, quand on était au collège, il se passait des choses parfois entre les élèves, mais tu vois, ok, il y avait des rumeurs, il y avait des trucs, mais c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un nude qui est envoyé, et ça fait le tour du collège en un quart d'heure, quoi. Et déjà il y a ça, et puis en plus ça flambe, c'est un moyen de pression sur des enfants qui à 10-11 ans ont peut-être même pas pensé à ce que c'était qu'un nude, tu vois. Et donc c'est aussi un moyen de préserver de ça, tu vois, je pense. Et c'est peut-être pas pour rien non plus qu'il y a un âge quand même minimum sur ces sujets-là. Du coup, moi je pense qu'il y a aussi ce côté-là de prévention et de protection que tu lui permets d'avoir. Alors certes, peut-être pas à lui dire, tu vois, comme ça, mais je pense que c'est à avoir en tête, c'est quoi. sûr. Quand bien même, si elle doit être confrontée à des images nauséabondes, c'est assez facile de la mettre devant ces images dans la cour de récré. Oui, tout à fait. Si les copains sont un peu déjà sur des mauvais sites ou autres, et ça je peux pas le contrôler, j'espère que ça arrivera le plus tard possible. En tout cas, tant qu'elle n'a pas accès à ce genre d'images à la maison, c'est sûr que c'est une sécurité supplémentaire. Tu connais la nouvelle moyenne d'âge d'exposition à une image pornographique ? Non, mais tu vas me faire peur là. 9 ans. C'est horrible. Tu vois, c'est horrible. Avec tout ce qu'on connaît de la pornographie, je parle de pornographie mainstream. Oui, et tout, mainstream, violente, femme-objet. C'est pas du film érotique sur M6. Non, c'est le truc dégradant. Voilà. Ouais, ok. Bah, c'est dramatique. C'est important de le savoir. C'est dramatique, et c'est en ça que je trouve que je veux pas mettre de violence dans ce propos-là, mais est-ce que le fait finalement de mettre un téléphone dans les mains de ton gamin ou ta gamine de 10 ans, est-ce que ça fait pas de toi un parent démissionnaire plutôt que de faire un parent qui a envie de tout lui offrir, tu vois ? Parce que c'est un vrai sujet, ce que tu dis là. Ouais, tout à fait. Non, et qu'une image qui entre dans ta tête, je crois que c'est Billie Eilish qui disait j'ai été confronté au porno tellement tôt dans ma vie que ça m'a bousillé pour le reste de mes jours. Bien sûr. Tu vois, c'est pas anodin en fait. Et là, on a un vrai sujet, si tu veux. Mais après, alors moi, je dirais pas parents démissionnaires, mais je pense qu'il y a des choses qui vont trop vite, culturellement parlant. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple des jeux vidéo, donc je vais un petit peu élargir le sujet. Ouais. Je sais pas si tu le sais, mais sur les jeux vidéo, il y a des règles qui s'appellent les règles PEGI, qui sont les âges auxquels on peut jouer. Okay. Aujourd'hui, tu as des gamins de 10 ans, par exemple, qui jouent à GTA 5
qui est un jeu où tu peux tuer les interdit au moins de gens, 18 heures. Tu peux écraser, tuer, tu peux violer, tu ouais, peux d'accord. faire plein de Oui, mais choses. c'est anormal. Oui, mais tu vois, et moi j'ai travaillé à la Fnac, tu vois, et j'ai vu des parents, moi j'ai déjà refusé de vendre des jeux Ok. à des parents en leur disant c'est pour l'enfant qu'il a, non en fait c'est pas possible. Mais tu vois, c'est C'est pas incroyable possible, ce que tu dis parce que Et- ça pose la vraie question. Alors, pardon, hein, je rebondis parce Vas-y, que je je t'en trouve prie. ça incroyable ce que tu dis parce que moi j'ai déjà parlé justement du côté avec des potes en disant mais est-ce que quand tu vois par exemple des gamins de 14 ans qui tendent une embuscade à une gamine et qui la noie, etc. et tu te dis mais est-ce que c'est pas le jeu vidéo et tu as en face un gamer qui dit mais t'es con ou quoi, le jeu vidéo il suffit d'avoir du discernement, c'est pas la vraie vie. Et quand tu as 10 ans et que tu joues à GTA, t'as pas le discernement. Exactement. T'as pas le discernement. Tu vas croire que en voiture, tu peux croire que c'est normal d'écraser quelqu'un. Exactement. Voilà. En fait, le jeu vidéo n'est pas le souci pour moi, hein, très C'est clairement. l'âge le souci. C'est l'outil. Ouais. Le jeu vidéo, c'est comme les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est est-ce que à un moment, en effet, est-ce qu'à 10 ans, tu peux voir quelqu'un, est-ce que tu peux voir quelqu'un qui va payer une femme pour coucher avec, c'est pas si t'as de la prostitution dedans. Ouais. Est-ce que tu peux voir un viol parce que tu peux violer dans le jeu. Est-ce que tu peux voir du meurtre? Est-ce que tu Non, peux voir c'est horrible. tu vois, est-ce Laissons-les être des enfants. Est-ce que t'es exactement? c'est pas Est-ce que t'es possible. câblé pour ça? Je pense pas. Non. Par contre, tu vas jouer un truc genre Spyro le Dragon ou Rayman Oui, mais ou Mario Kart, mais tu vois. personne a besoin. Personne dit qu'il faut être que dans le monde de oui non plus, tu C'est vois. vraiment top. Mais ouais. Et après, c'est vrai que nous, quand j'y pense, je me dis, tu vois, nous on a grandi. Alors moi, je regarde, tu vois, j'ai grandi en regardant Dragon Ball Z, en regardant Pareil. Princesse Sarah, Rémi sans famille. Ouais. Enfin, tu vois, on peut pas dire qu'on n'était pas préservé de certaines choses, mais j'ai jamais vu de viol, tu vois. J'ai jamais vu cette violence banalisée Non, en fait. il y avait J'ai pas. vu des situations dans des dessins animés de mon enfance dramatiques, clairement. Enfin, je me rappelle enfin, Rémi sans famille, c'était l'horreur. Hein. Princesse Sarah, tu vois, qui a perdu ses parents, qui est enfermée dans un truc avec une marâtre. Même Heidi, quoi, avec Clara Bowman qui est en fauteuil. Il y a un côté drama aussi. Exactement, sur, tu vois. Mais c'était pas cette banalisation de la violence. C'est vrai. C'est-à-dire que même quand il y avait de la violence, on savait que c'était pas ok, tu vois. Tu vois, quand Princesse Sarah, quand la petite elle se fait taper, on sait que c'est pas ok en fait, c'est pas une situation qui est ok. Alors que en effet, moi je pense que, et c'est pour ça qu'il y a des règles qui existent, les règles PEGI donc pour les jeux vidéo, et c'est pour ça qu'il y a des contrôles parentaux qui existent aussi, et que je pense qu'il y aurait une éducation qui, tu vois, ça mériterait à ce qu'on éduque les parents en fait sur comment ça marche ces outils. Le ministère de l'enfance sous l'égide d'Adrien Taquet avant qu'il quitte son poste a d'ailleurs sorti un site jeprotegemonenfant.fr.com justement qui permet aux parents de connaître tous les outils à leur disposition pour rattraper le train du digital qui va très très vite, quoi. Mais est-ce que tu penses que c'est une histoire d'éducation ou est-ce que tu penses pas que c'est déjà une histoire de posture ou de point de vue déjà ancré chez le parent en question? Est-ce que tu penses pas qu'il y a des parents qui sont plus ou moins méfiants à la base et d'autres qui sont plus permissifs et plus je m'en foutiste même parfois? Alors moi je dirais pas je m'en foutiste, mais je pense qu'il y a aussi une question, pour moi il y a une vraie question culturelle et sociale, c'est qu'à un moment si tu veux, quand tu as un parent qui cumule déjà 2 boulots, qui a 2 gosses, voire un parent solo, tu vois, ben, en effet tu vois, t'as peut-être pas le temps de te poser toutes les questions que toi et moi on se pose. C'est clair. Vois. C'est ça aussi qu'il faut clair. prendre en compte, Ouais. quelle est la place de la parentalité dans la société, tu vois. Ouais. C'est, tu vois, avant de dire les parents, c'est aussi dans quelles conditions les parents évoluent. Mais tu sais, pour ça que quand je disais démissionnaire, je le disais pas forcément à charge. Je le disais dans le sens où tu peux être dans des situations où tu démissionnes parce que tu es au bout du rouleau, tes parents seuls, Tout à fait. t'as pas le temps, t'es crevé, on te met la pression au boulot, on te défonce la tête ailleurs, tu vois. Donc tu te dis ça en plus. Si je dois contrôler tout ça et accorder mon temps, accorder mon discours, j'y arrive pas. Donc la solution facile, c'est tiens, prends l'écran et puis lâche-moi la grappe 1 heure, je vais faire une sieste, quoi, tu vois. Mais complètement, parce qu'on est épuisé, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une réflexion du coup qui est plus profonde, hein, qui est plus large, qui est politique et sociale quand même. Et donc, ta fille de 11 ans, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu parles avec elle des sujets justement de l'intimité, des règles? C'est maman qui en parle. C'est comme maman qui en parle. C'est maman qui en parle parce que on a pris cette décision là parce que bon déjà il y a un rapport au corps évident et elle sait plus que moi de quoi elle parle. Et puis depuis toujours, depuis qu'elle est toute petite, c'est ma femme qui lui a appris justement à faire attention au fait que son corps lui appartient, que personne n'a jamais le droit d'avoir le moindre geste déplacé, ni la moindre parole, etc. Et ça a servi très récemment, figure-toi. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'un mois, elle sort de l'école un soir et elle me dit il s'est passé quelque chose. Et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit je veux qu'on attende d'être à la maison pour t'en parler. Donc on est rentré, on a pris le goûter et je lui dis tu veux me raconter? Elle me dit ouais je vais te raconter. Elle me dit voilà, on avait fini les cours, on était à la pastorale, on regardait un film et puis il y avait ce jeune garçon qui était couché sur le canapé qui me regardait d'un air bizarre, il regardait pas le film, il regardait que moi. Et puis à un moment donné, il a levé la main, puis il a posé sa main là. Et puis elle fait le geste où elle met la main et elle serre un de ses 2 seins, tu vois.
Enfin, sein, c'est beaucoup dire, tu vois, poitrine naissante, quoi. Et je la regarde comme ça, un peu intrigué, mais c'est bizarre parce que je suis limite amusé parce que je me dis c'est des enfants, tu vois ce que je veux dire. Et je dis alors qu'est-ce que t'as ressenti? Elle me dit mais c'est inadmissible papa. Je me suis levé, je suis allé voir la maîtresse tout de suite et je lui ai dit et il s'est fait gronder et je me suis dit ok en fait quand moi j'étais môme ce genre de choses ça se répétait enfin à la découverte du corps et des sensations et des choses qu'on maîtrise pas. Mais aujourd'hui c'est des vrais sujets et elle l'a vécu comme quelque chose de très intrusif. Et d'ailleurs 1 heure après le téléphone a sonné. Tour à tour, j'ai la directrice de l'école qui m'a appelé, la maîtresse qui m'ont appelé en me disant on laisse pas passer ça, ce gamin, c'est un gamin qui est perturbé, qui est déjà suivi, etc. On va discuter avec les parents. Et je trouvais que c'était limite trop par rapport à ce qui s'était passé. Mais en tout cas, donc j'ai été obligé d'être à l'écoute et je me suis rendu compte que pour elle, c'était extrêmement gênant, intrusif et qu'elle l'a mal vécu. Et qu'elle a dû aller dans le trampoline faire 1 heure de salto pour essayer d'évacuer parce qu'on avait touché son corps, tu vois. Donc, et au final, après coup, j'en ai reparlé avec ma femme et j'ai trouvé ça bien qu'elle réagisse comme ça parce que c'est déjà un signe d'autodéfense très fort pour les années à venir et donc ça m'a donné confiance en elle, en fait. Ah mais c'est génial. Voilà. Ça montre aussi quand même qu'il y a dans votre parcours éducatif, il y a quand même un certain éveil, mais même forcément de ta part. Je veux dire, est-ce que ta fille, tu t'arrêtes quand elle te dit stop, par exemple, je sais pas, quand tu lui fais des chatouilles ou quoi, est-ce que bien sûr, tu vois, pour qu'il y ait cette conscience bien du corps, sûr, bien sûr. Bah, déjà la première chose, c'est que depuis très longtemps, moi, je ne rentre plus dans la salle de bain quand elle se douche. Parce que j'estime que j'ai pas à le faire, que c'est son moment à elle, intime, que c'est elle qui sollicite les séances de chatouille. Papa, je veux des guilis et que je fais très attention justement quand je la chatouille maintenant parce qu'en plus elle a de la force maintenant à 11 ans, elle bouge dans tous les sens, tu vois. Tu fais attention, donc je veux pas dire que tu te sens moins libre, mais tu prends conscience du fait que son corps évolue et que bah, c'est plus comme quand c'était un bébé, quoi, sans forme, tout droit, qu'elle va tout doucement vers la compréhension du fait que c'est une personne sexuée. Et donc je pense qu'il faut faire gaffe à ça et pas avoir de gestes malheureux quand bien même t'es le papa. Donc le geste il peut être évidemment qu'il est désintéressé, mais je pense qu'il faut faire gaffe. Mais tout ça est déjà très, très ancré, très printé et très segmenté chez nous. Bien sûr, après oui, ne partons pas non plus dans les extrêmes. Non, mais bien sûr. Moi, et ça marche dans les deux sens. Ouais. Enfin, moi tu vois, ma fille elle a 4 ans. Régulièrement elle m'éclate les couilles. Oui. Ah non mais moi aussi quand elle me met un coup de genou, elle comprend que j'ai mal et je lui dis le jeu est terminé, quoi. Voilà, et elle fait pas exprès, tu vois. Mais voilà, ça arrive aussi. Et ça justement, cette entrée vers est-ce que tu sens qu'il y a ce moment qui arrive dans une entrée vers une conscience de la sexualisation du corps? Est-ce que tu acceptes l'idée? Bien sûr, évidemment, parce que je la vois changer tout doucement. Je vois les petits seins qui poussent, tu vois, c'est plus un bébé, quoi. Mais je sens pas encore de sexualisation, je sens plus une pudeur à dire maintenant, je suis moins sous vos yeux, enfin je vais plus sortir de la salle de bain toute nue, mais je vais sortir avec ma serviette, avec maman je suis allé acheter mes premières brassières, donc elle prend conscience de son corps et c'est d'abord la première étape. Et moi j'ai fait une fois l'erreur de lui dire, mais avec la tendresse d'un papa, dis donc ma chérie c'est rigolo, t'as les petits seins qui poussent et tout, elle l'a hyper mal pris. Ah ouais, elle m'a dit mais comment ça, tu me dis pas ce genre de choses. Ouh là là, donc j'ai bien compris que pour elle c'était un sujet très intime, très personnel. Je lui ai plus jamais fait la remarque, tu vois. Donc je trouve qu'il faut avoir faut en avoir conscience, mais il faut beaucoup de respect, il faut laisser beaucoup de place à l'enfant pour ça. Et j'ai cette chance que la passerelle de discussion, elle soit quasi essentiellement entre ma femme et elle pour ça. Et est-ce que tu penses que tu seras quand même un type de papa à se dire tiens, je vais peut-être garder un tampon, une serviette dans mes affaires dans quelques années pour au cas où? Ça, elle l'a déjà dans son sac d'école. Okay. Merci maman. Et toi, t'en as? Et moi, j'en ai pas parce que c'est vrai que en semaine déjà, le matin jusqu'au soir, elle a son sac d'école. Moi, j'en ai pas. T'as raison de me poser la question. Je sais que ma femme en a. Ouais. Ce serait pas mal que j'en ai une aussi sous la selle de mon scooter quand je l'emmène au théâtre le mercredi parce qu'il n'y a pas le sac d'école. T'as entièrement raison. C'est pas mon idée, c'est un truc que j'ai découvert à un festival justement avec l'association Règles élémentaires. Ouais. C'est vrai qu'on faisait le parallèle entre le fait que on accepte, nous, notamment notre génération, tu vois, qui a été élevée au préservatif et tout, on accepte le fait quand nos enfants grandissent de dire je vais peut-être avoir des préservatifs sur moi pour en donner à mon enfant. Ouais. Mais tu vois, en fait, encore une fois, on pense pas à les règles. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est pourtant
Tu vois, c'est biologique, c'est Ouais, sexué. et puis ça peut arriver demain, quoi. Je veux puis ça dire, peut arriver elle demain, a des tout à copines fait. qui sont réglées depuis l'âge de 9 ans. Donc, Exactement. et ça, c'est pareil, quand t'es pas. C'est des questions que tu te poses pas, en fait. Moi, je me suis jamais posé la question de savoir à partir de quel âge une jeune fille était réglée. Et quand t'es papa et que tu entends ta fille dire ah ben Louise, elle a eu ses règles aujourd'hui, elle est allée aux toilettes, c'était il y a 2 ans, tu vois. Donc elle dit, ah bon, mais elle a 9 ans et tout, bah ouais. Et là, ma femme qui me dit, bah, tu sais, ta fille, ça peut arriver demain, quoi. Donc là, tu te dis, putain, tu prends une gifle parce que tu te dis, ouais, faut être préparé, quoi, faut réagir. Donc t'as raison, je vais mettre des serviettes sous la selle du scout. Et j'invite l'auditoire, je rappelle qu'il y a un épisode avec Sophia Sekimi sur la puberté précoce, justement, et qui a créé d'ailleurs une marque de culottes menstruelles Ok. qui peut se porter à partir de 8 ans, qui s'appelle Tente Rouge. Voilà. Mais préventif, du coup, c'est-à-dire que tu mets avant que ça arrive. Non, quand ça arrive. Quand ça arrive, ok. Mais c'est chouette parce qu'en fait, il n'y avait pas de taille avant l'adolescence. tu vois. D'accord. Alors que les filles sont réglées et de plus en plus tôt. Et dans ce que tu as apporté ta fille aussi, il y a un moment dans ton livre qui est très intéressant, puisque tu vas faire un autre succès. Ouais. Tu seras donc, c'est là où on pourra t'appeler le hitmaker. Je vais quitter l'allemand pour l'Apache. Exactement, tu vas te passionner par l'Apache. Ouais. J'ai trouvé d'ailleurs sur internet des photos de toi, en effet, avec les casquettes, les plumes. Enfin, Ouais, c'est assez ouf, l'immersion. Et finalement, tu vas faire un nouveau hit sous le pseudo de Geronimo. Ouais. Et là, ça, c'est grâce à ta fille. Ouais, absolument. Tu nous racontes ? Absolument. Bah ouais, je suis dans une espèce de quête pour savoir comment me réinventer. Il y a un truc qui me tombe dessus de manière presque ésotérique, c'est-à-dire que je pars en Italie avec ma famille pour répandre les cendres de ma tante dans les Dolomites, et où j'ai l'impression d'être dans une sorte de bulle très bizarre et d'entendre des chants apaches. Enfin, c'est très intérieur. Je tombe quelques mois plus tard sur une publicité au Quai Branly pour une exposition Indien des Plaines. Je vais voir cette exposition, je prends une vraie gifle sur l'univers amérindien. C'est une sorte de parcours initiatique et je me rends compte que leur vie est extrêmement intéressante, violée, mais bourrée de résilience et de force. Et je finis cette expo, je passe par la bibliothèque, j'achète le DVD d'Yakari à ma fille que je regardais quand j'étais môme, et je regarde avec elle un soir un épisode et je suis très content de lui montrer ça parce que c'est extrêmement doux, c'est extrêmement pédagogique, c'est bien fait, les couleurs sont belles. D'ailleurs, je mets un tir en faisant ça au dessin animé d'aujourd'hui, je parle des Loud, où ça va aussi avec l'époque, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tout va plus vite. Aujourd'hui, je trouve que les dessins animés, ils sont violents, vulgaires, rapides, bavards, insupportables. C'est le vieux con qui te dit ça. Et Yakari, je trouve ça magnifique et ma fille adore. Et là, elle me dit mais pourquoi tu fais pas l'Indien, pourquoi tu fais pas comme Yakari et tu fais des belles chansons avec des jolis mots dedans. Et de là naît Geronimo et ce tube Possédé. Donc c'est grâce à elle, effectivement, elle m'envoie sur la route d'une réinvention artistique et sur le fait de pouvoir proposer autre chose. Est-ce que tu parles avec ta fille là maintenant à 11 ans de ton parcours, du succès que tu as connu ? Bien sûr, j'en parle et il y a un côté très égotique qui voudrait que je sois beaucoup plus dans la lumière parce que je voudrais qu'elle soit encore plus fière. Mais ça, c'est stupide parce que je me rends compte qu'elle est fière même sans ça. Qu'elle est fière de ce que j'ai pu faire quand elle voit mes clips, quand elle voit même... En fait, il y a un truc qui m'a pas choqué mais bouleversé. C'est que quand j'ai écrit mon livre et quand j'ai appris à ma femme le soir quand elle est rentrée du boulot que j'avais trouvé un éditeur, c'est ma fille la première à m'avoir embrassé, à me dire « Putain, je suis fier de toi, papa ». C'est-à-dire qu'elle avait compris que pour moi, c'était important de trouver un éditeur, de publier mon livre et de raconter cette histoire. Donc je me dis, si à l'âge de 10 ans, parce que c'était il y a 1 an, elle comprend et elle est fière parce que j'ai trouvé un éditeur et c'est pas un truc qui brille, c'est pas un truc instantané que tu juges avec un papa sur scène, etc. J'ai trouvé que c'était formidable d'intelligence et de force. Après, il y a des petites piqûres de rappel assez modestes, mais qui suffisent à porter encore la gloire de mes fraîches années de popularité. Par exemple, il y a 2 semaines de ça, 3 semaines, l'école m'appelle et elle me dit, la maîtresse me dit, voilà, on fait un truc pour l'association Ella. Je ne sais pas si tu connais cette association. Moi, je connais, mais tu peux en dire un petit mot si tu veux. C'est une asso qui lutte contre la... Alors, j'arrive jamais à dire... Tu peux dire le terme à ma place. C'est la merde. Ah non, je suis incapable de te dire ça, moi. La leucodystrophie, c'est ça ? C'est lico ou leco ? Bah, je sais pas, tu vois, j'ai honte. Non, mais ça va, on n'est pas obligé de connaître. Bah, si, parce que c'est une dégénérescence neurologique, en fait. Le mot que je connais bien, c'est cénosilicaphobie. Ah non, c'est quoi ça ?
C'est la peur du verre vide, mon cher ami. C'est la leucodystrophie, voilà. La leucodystrophie. C'est la leucodystrophie qui est une maladie neurologique qui affecte la parole, le mouvement, etc. Donc, bref, c'est horrible. Et enfin, peu importe, parce que ça aurait été n'importe quel assaut et n'importe quelle cause pour l'enfant, j'aurais dit oui, parce que tu dis pas non à ça. Et donc la maîtresse me dit, faudrait venir, faudrait faire on fait une dictée pour Ella. Et cette dictée va permettre de récolter des points qui vont financer certaines opérations, etc. Donc je suis allé faire la dictée en mode virgule. Et donc, tu vois, c'était très drôle. Et après, je leur ai fait un petit ça m'énerve sur les escaliers de l'école avec une sono de fortune, mais où les mômes étaient hystériques. Et où d'ailleurs l'école n'avait pas du tout géré un truc, c'est qu'après la chanson, puisque du coup avant ça ils voyaient pas du tout qui j'étais, tu vois, ils connaissent beaucoup mieux Gims ou Dadju, mais après ça ils sont venus me voir parce que la performance les avait électrisés et parce que la chanson avait fait écho à ce que leurs parents connaissaient. Il y a eu une espèce d'émeute pour avoir des dédicaces, les gosses se sont marchés dessus, enfin, c'était à mourir de rire et en même temps flippant, quoi. Et ça a mis des étoiles dans les yeux de ma fille, quoi. Puisque du coup, le soir, c'était elle, la petite starlette de l'école. Ah, c'est ton père, etc. Et ça, c'est des choses qui me rendent incroyablement fier. Fier de toi, du coup. Fier de moi pour ce que ça lui donne comme rêve, finalement, du fait d'avoir un papa qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui n'a pas un métier comme les autres. Et c'est la vérité. Donc, je suis content qu'elle le ressente comme ça à certains moments et qu'elle en soit fière. Donc, moi, je dis rien, tu vois, j'en fais surtout pas des caisses. Et je la laisse venir vers moi et quand elle rentre le soir, elle me dit « Ah, c'était quand même cool, hein. » Parce que du coup, ils sont tous venus me voir. Et d'ailleurs, il faudrait que tu signes. Il y a un tel, ils n'ont pas eu la signature. Est-ce que tu peux leur faire des photos dédicacées ? Il y a une tendresse. Enfin, voilà, je trouve ça chouette, quoi. Non, c'est beau. Hein. C'est un beau. Je trouve que c'est beau ce que nos enfants peuvent nous renvoyer. Ah ouais. Sur, tu vois, nous, des fois, on peut avoir des problèmes d'estime de nous, tu vois. Et, moi, j'en ai tout le temps. Tu vois. Tout le temps. Et justement, ça nous rappelle que ce message qui est incroyable, c'est que eux, quoi qu'il arrive, ils nous aiment, quoi. En fait. Mais c'est ça. Ils nous aiment parce qu'on est comme on est. Mais c'est ça, c'est-à-dire que toi, tu te dis, quand tu es dans une période de creux où tu n'as plus rien qui marche et où tu te considères toi-même comme un loser, et tu regardes les autres artistes et tu te dis, putain, lui, il est en tournée, il remplit les zéniths, moi, je suis là, je suis comme une merde. En fait, dans le regard de ton enfant, tu restes un héros, quoi. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait. Et puis quand tu viens chercher le soir, tu es là, tu as des gens qui te parlent, toujours avec du respect, de la bienveillance. Et puis eux ne voient que ça. Ils ne voient pas le doute qu'il y a en toi. Donc moi, c'est un miroir de force, ça. C'est-à-dire que j'ai jamais envie qu'elle perde cette fierté-là quand elle me regarde. Même si, dans ce que j'explique, on a bien compris qu'elle est beaucoup plus large que ça, cette fierté. Mais du coup, ça me donne toujours de la force extrême pour me réinventer dans le taf et pour toujours rester up dans ce que je fabrique et dans ce que je suis, parce que je veux toujours qu'elle ait cette fierté et qu'elle ait toujours ces petits moments de sourire en disant, comme le film Mon père ce héros, quoi. Il y a des choses que tu crées pour elle, des textes, des mélodies. Ouais. Bah, sur Geronimo, le deuxième single, c'était un single qui était pour elle, où il y a sa voix au début. Super. Ouais, qui s'appelle À parcourir, où elle dit au début, je l'avais enregistré en studio, elle dit « Papa, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Et c'est un texte qui parle du fait de grandir très vite, où je dis je sais que tes héros d'aujourd'hui ne passeront pas l'hiver, que tes poupées cassées, blanchies, on va les foutre en l'air. Quand ils te diront pour Noël, tu vas me détester, il n'y a jamais eu le barbu fidèle dans notre cheminée, tu vois. Il va te rester quoi de moi, le monde à parcourir ?» C'est un texte que j'ai écrit complètement pour elle. Ça n'a pas marché, c'est dommage. Ouais. J'aurais aimé que ça soit un succès autant que le premier single Possédé. Mais c'est pas grave, ça existe. Et puis quand elle l'écoute aujourd'hui, elle est toute contente parce qu'elle entend sa voix de bébé, parce que sa voix a déjà un peu changé. Et elle me dit « Ah, c'est moi là, hein, au début, tu te rappelles, hein, on était chez Mathieu dans le studio, j'avais enregistré le truc et tout. » C'est génial. Et c'est gravé, ça. Si tu pouvais dire un truc à Eric, à Helmut et à Elliot. Alors pour ceux qui savent pas qui est Elliot, je vous invite à lire le livre. Ouais. Voilà, on va faire un peu de teasing. Ouais. Mais si tu peux dire un truc pour ces trois-là, séparément ou ensemble, juste avant que tu apprennes que tu vas être papa, avant que ta femme t'apprenne qu'elle est enceinte, ouais. Tu vois, il y a 11 ans, quoi. Ouais. Enfin, il y a 12 ans même. Eh ben, Helmut, je lui dirais, y a un événement qui va se produire et qui est beaucoup plus fort que toi. Donc, calme-toi avec ta place de numéro 1 parce que c'est la vraie place de numéro 1, elle arrive. À Eric, je lui dirais, tu sais pas quelle aventure humaine tu t'apprêtes à vivre, mais c'est la plus forte de toutes. Et à Elliot, je lui dirais rendez-vous
rendez-vous dans 13 ans où on te rendra ta vraie place dans un livre. Super. Voilà. Merci beaucoup, Merci Eric. à toi, mec. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.